Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Abdoulaye Bagayoko, gérant de la société Nour Immobilière SARL, pour ceux qui ne me connaissent pas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la partie 2 de la vidéo sur comment on appelle ça, comment viabiliser un terrain et surtout quels sont les avantages et les inconvénients. Et là, je suis en compagnie de monsieur Mankan Keita, qui est notre géotechnicien, qui est aussi la personne qui a fait l'implantation du réseau d'eau à Yelimadjo. Et je ne vais pas spoiler, mais il vous expliquera lui-même les projets qui est prévu par la suite. Et voilà, donc j'espère que vous prendrez tout l'intérêt de cette vidéo-là. Et je vous proposerai une surprise à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin et restez attentifs à tout ce que monsieur Mankan Keita va nous donner comme conseil, et Dieu sait que c'est pas des petits conseils qu'il va nous donner. Voilà, donc monsieur Mankan Keita, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter s'il vous plaît? Oui, je confirme, je suis Mankan Keita, le directeur du bureau d'ingénierie pour le développement rural, qu'on appelle en abrégé BIDR SARL. Donc, comme il vous l'a dit, mon bureau fait de la recherche des points d'eau et des installations, la coordination des travaux sur le terrain pour les adductions d'eau, depuis l'étude, les forages, les châteaux d'eau et le système de bornes, fontaines, et même aussi l'intermédiation auprès de la population et le suivi aussi technique sur le terrain et la préparation des dossiers pour pouvoir faire l'étude à la base des études de faisabilité des travaux y afférents. Ok. Merci beaucoup pour cette description. Et juste pour que les personnes comprennent la relation qu'il y a entre nous, est-ce que vous pourrez aussi leur expliquer exactement la façon dont on s'est connus et sur quel projet on a démarré, comment s'est passé quel est votre ressenti par rapport au partenariat? D'accord, soyez transparent. Il ne faut pas dire que je suis gentil si je ne suis pas gentil. D'accord. Voilà, non, comme je vous ai dit... Il n'y a pas de problème. Ok, voilà. Donc, en fait, comme le bureau BIDR, nous collaborons avec beaucoup de partenaires sur le terrain. Et donc, des partenaires qui sont dans notre domaine ou dans d'autres domaines, dans le domaine des bâtiments, qui ont besoin de nous, et dans le domaine de la topographie. Donc, c'est ce qui est arrivé. Nous collaborons beaucoup avec les bureaux de topographie aussi. Donc, c'est un de nos partenaires du nom de M. Sirakoro Sangaré, qui nous a mis en relation. Et il est au courant des ambitieux projets de Nour Immobilière. Il fait de la viabilisation et de ces TF. Beaucoup de gens font le morcellement de TF, ils les vendent, mais ils ne s'occupent pas de l'après-vente. Donc, c'est en fait l'ambition de Nour Immobilière qui nous a suivis, de faire de l'après-vente et d'essayer de faire aussi l'adduction d'eau pour ceux qui achètent les parcelles, qu'ils soient servis, qu'ils puissent avoir de l'eau, puisqu'ils ne sont pas souvent dans les réseaux traditionnels de Somagep pour l'instant. Donc, il s'est donné comme objectif de faire ces travaux. Donc, grâce au topographe Sirakoro, nous avons eu à connaître Nour Immobilière à travers M. Abdoulaye Bagayoko. Donc, depuis lors, nous avons cheminé ensemble pour faire le premier pas, qui est le TF 7097 de Yelimadjo. Nous avons fait ensemble l'adduction d'eau. Voilà. Et nous continuons d'ailleurs de parfaire et d'achever au fur et à mesure des besoins. Voilà. Merci beaucoup. Alors, d'ailleurs, en parlant de ce projet-là, il faut savoir que ce projet-là, il est particulier parce que on était dans une zone très rocheuse
Trouver de l'eau n'a pas été facile. Oui. Ça n'a pas été facile. C'est entre dans la vallée de Colline et encaissé. Et donc, il y a déjà des schistes qui affleurent. Et ce n'est pas c'est dans les environs immédiats de Bamako. Autour de Bamako, il y a des zones qui changent de géologie et qui ont des géologies particulières. C'est le cas surtout de cette partie de Bamako qui commence depuis Yirimadio pour aller jusqu'au Baginda. Il y a des formations en particulier qui sont peu aquifères. Donc, ils ne retiennent pas beaucoup. Ils retiennent de l'eau, mais ils ne restituent pas cette eau comme on le veut. Donc, il faut trouver des techniques, trouver des fractures. Et ces fractures sont alimentées par la roche au fur et à mesure. Et on va aller chercher l'eau dans cette fracture. C'est ça. Voilà, donc c'est la technique utilisée. Et voilà, pour avoir l'eau à ce niveau. Ouais. C'est des schistes en fait. C'est des schistes qui sont là-bas, qui sont en plaquettes. Et donc, c'est ça la technique que nous avons eu à utiliser pour pouvoir obtenir de l'eau. Tout à fait. Et en plus de ça, pour aménager donc le réseau d'eau, pour pouvoir apporter de l'eau à chaque habitant au niveau du robinet, il a fallu aussi systématiquement revoir notre fonctionnement. Au début, on partait sur seulement la mise en place de bornes. Après, on a dit non, on va mettre les robinets pour que les gens puissent avoir de l'eau et ils ne sont pas en difficulté pour en avoir. Et au final, on s'est retrouvé avec des nouveaux défis en plus et qu'il faut petit à petit, au cas par cas, résoudre pour pouvoir leur permettre d'avoir cette eau-là. Et c'est d'où le fait d'avoir un professionnel comme la société Bidre, dont M. Mankanketa en est le dirigeant, d'où l'intérêt d'avoir des personnes et des personnalités comme lui pour pouvoir gérer ce genre de projet. Car la plupart des personnes qui font ce métier-là n'ont peut-être pas la même niaque. Voilà, on va parler comme ça, la même niaque. et cette soif de vouloir défier enfin, d'accepter le défi, en fait, tout simplement. Il y en a beaucoup qui abandonnent quand ils voient que c'est trop rocheux, etc. Donc voilà. Donc déjà, on vous salue, on vous remercie pour ça. Déjà pour tous les habitants de Yirimadio du TF 7097. Merci. Nous aimons beaucoup relever les défis. Nous avons eu la chance de travailler d'Iboli à Kidal, de Nyorogogi jusqu'à la frontière du Sikasso. Donc, on a une idée, en fait, des défis qu'on peut rencontrer par-ci, par-là. Et on n'a pas pu tout relever, mais on en a relevé beaucoup. Et on compte vraiment auprès de M. Bagayogo pour pouvoir continuer à relever les défis qui s'imposent à lui et sur ces sites. On le considère comme notre défi à nous aussi en ce moment. Et dans le cadre de ces partenariats. Parce que là, il y a des zones, en fait, au Mali, les zones d'eau, on peut les diviser en 3. Disons, je dirais 4, mais le 4e, on peut toujours le contourner quelque part. La première zone, c'est une zone où il y a des formations qui ne peuvent pas retenir de l'eau du tout. Mais heureusement, ces formations sont en contact avec d'autres formations qui retiennent de l'eau. Donc, je prends un exemple, l'exemple de la dolérite. Cette roche qui est utilisée en ce moment autour de Bamako pour faire des briques, à partir de son sable. On concasse, on fait du sable, on fait du gravier. Voilà. Et cette roche, quand elle est saine, donc quand elle n'est pas altérée, elle est imperméable. Donc, si on n'a que ça, quelque part, on n'a pas d'eau. Mais heureusement, c'est une roche qui peut, par moment, être en contact avec des sédiments, des roches sédimentaires. Donc, on peut toujours avoir au niveau du contact de l'eau, où souvent on peut traverser. Donc, ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les roches qui s'apparentent à l'argile. C'est des roches, en fait, c'est de l'argile qui est solidifiée et devenue roche. Et comme l'argile, ces roches ne restituent pas l'eau comme on le veut.
prendre de l'eau, on décèle qu'il y a de l'eau dedans. Mais en fait de forage, il y a très peu d'eau. Et très peu, donc c'est des débits très faibles souvent. Mais heureusement, ces roches aussi ne sont pas toujours à l'état intact. Il y a des fractures. Donc quand il y a des zones de fracture, on peut recueillir de l'eau. Donc c'est le cas des schistes de Irimator. D'accord. Là, il y a la deuxième catégorie, ça c'est les grès qui sont du côté de Koulouba. La troisième catégorie, Koulouba, et les grès de Koulouba, les grès roses. Oui. Ces grès sont du sable consolidé. Donc comme le sable, ça contient beaucoup d'eau. Donc on peut avoir de l'eau à l'intérieur de cette roche, mais aussi dans les fractures, on peut avoir beaucoup d'eau. Donc c'est des formations qui donnent beaucoup, les gros débits autour de l'homme. Voilà. Et heureusement, du côté aussi des roches qui n'ont pas trop, qui sont faibles comme aquifères, on peut les traverser souvent en profondeur pour aller rencontrer cette formation de grès rose aussi. Tout à fait. En profondeur, mais ce n'est pas la même profondeur partout. Donc il faut souvent faire de la recherche pour les retrouver. Voilà. Donc l'autre catégorie que nous ne trouvons pas au sud du Mali, malheureusement, mais on le trouve dans le nord-ouest et dans le nord-est, c'est du côté du fossé de Nara et jusqu'au nord du Mali. Ça, c'est les sédimentaires. Ça, c'est des sédimentaires, les fameuses roches sédimentaires qui sont, on dit qu'il y a beaucoup d'eau dans le désert malien ou dans le Sahel. Il s'agit de ces formations qui contiennent souvent de l'eau, des eaux anciennes. C'est des eaux relictes, on les appelle des eaux relictes, voilà, qui ne sont pas directement liées à la pluviométrie actuelle. La pluviométrie s'y ajoute, mais il y a déjà de l'eau en profondeur, en stock, comme l'avait fait dans le désert libyen, c'est cette eau qu'on faisait sortir. Donc, cette eau, elle est éloignée des zones d'habitation, malheureusement. Donc, il faut souvent les transporter sur plusieurs kilomètres, comme le cas de la ville de Nara, où on les transporte sur 27 kilomètres pour arriver à Nara. Donc, cette formation n'est pas au sud. Mais nous avons ici affaire aux schistes qui s'apparentent beaucoup plus à l'argile, mais qui sont fracturés. D'accord. Ok. En tout cas, quand vous en parlez, on sent la passion, l'expérience, et que vous avez envie aussi de partager tout ça. Merci. En tout cas, merci pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai une petite question concernant... là, on va rentrer un peu plus dans la technicité. Est-ce qu'il y a des normes spécifiques à respecter quand on fait une implantation, quand on fait une adduction d'eau ? Est-ce qu'il y a des normes spécifiques ? Qui est-ce qui donne aussi ces normes ? Par exemple, dans le cadre comme nous l'avons fait, dans quel cadre aussi il est possible de commercialiser l'eau ou pas ? Voilà, 3 questions en une. Ok, oui, il y a bien des normes. Et ces normes, en fait, ont été fixées en fonction des travaux réalisés au Mali. D'accord. Des années 70. En fait, les forages ont commencé au Mali après la grande sécheresse des années 70 par les forages des Nations Unies. Ils sont venus nous faire des forages de reconnaissance. À l'époque, les forages, on les mettait en tubage en fer. On s'est rapidement rendu compte que dans le Sahel, nous avons des eaux à tendance acide. Donc, si on met des tubages en fer, alors là, il y a la corrosion du fer qui va amener à la coloration corrosive au niveau de l'eau. Et donc là, ce n'est pas agréable. Et donc finalement, on s'est rendu compte que ces tuyauteries peuvent même être percées au fil du temps par les eaux acides. Donc on a amené les PVC. Donc la première des normes pour le forage, c'est de mettre des PVC. Et les PVC les plus utilisés actuellement, sans faire de la publicité, c'est Sostici qui est utilisé au Mali. Et ces forages et ces PVC résistent, ils tiennent bien tant que c'est dans le sol. On ne peut pas les exposer au soleil très longtemps, mais quand ils sont dans le sol, ils peuvent durer 40 ans et plus. Voilà, donc sans poser de problème. Maintenant, les premières normes aussi qu'il faut
voir, parce que vous avez parlé de l'implantation, c'est de ne pas se rapprocher des fosses septiques. Et surtout que dans la zone, que les fosses soient faites dans les règlements, que les fosses soient réglementaires et avec des puisards de filtrage d'eau, et que on ne se rapproche pas trop des cimetières et des zones d'ordures, des tas d'ordures aussi, il faut les éviter, parce que tout ça, ça peut contaminer l'eau du forage à la longue, à travers les fractures ou à travers même la formation. Mais il est reconnu aussi, on prend les précautions. Ça, c'est l'autre norme, c'est de ne pas capter des eaux de surface. Donc, quand on fait le forage, on peut sélectionner les venues d'eau à capter. Quand on met le tubage plein en haut, donc les venues d'eau insalibles ne rentrent pas dans le forage. Donc, en ce moment, ça permet de protéger l'eau du forage. Donc, quand c'est équipé dans ces règles-là, capter l'eau de profondeur, le sol même, naturellement, filtre l'eau des forages. Donc, ça évite ces problèmes. Et dans les zones de forte intensité de population aussi, l'autre risque, c'est, avec les fosses septiques, c'est les nitrates en réalité. Même les cimetières, c'est les nitrates. Or, on ne peut pas traiter les nitrates. Voilà. Donc, maintenant, l'autre norme qu'on prend comme précaution, c'est de faire l'analyse d'eau. Une fois qu'on fait le forage, il faut prendre l'échantillon après l'essai de pompage pour aller analyser au niveau du laboratoire national des eaux. Donc, le laboratoire donne des recommandations. Il donne même l'autorisation d'équiper en adduction d'eau ou de ne pas le faire. D'accord. Voilà, donc, en conclusion, quand ils disent à ne pas équiper, on laisse tomber. Ne pas équiper, il faut faire un autre forage ou il faut reprendre. Ça veut dire qu'il y a soit l'erreur dans l'équipement du forage, soit la zone même l'eau est contaminée. Donc, c'est ce qu'il faut déceler. Si c'est l'équipement, on peut reprendre le forage. Mais si ce n'est pas l'équipement, si c'est la zone, bon, il faut s'éloigner de la zone. D'accord. Pour avoir un autre forage. Ok. Bon, les autres normes, on peut dire aussi, au niveau des travaux, il faut vraiment faire les semelles pour les châteaux d'eau. C'est quoi des semelles? Voilà, c'est les châteaux d'eau. Les semelles, il s'agit de, en fait, là où généralement le support, c'est peut être en trépied, mais nous avons des supports de 4 pieds. Donc ces 4 pieds doivent s'enfoncer dans du béton et il y a l'armature entre ces bétons. D'accord. Il y a l'armature en fer et c'est bétonné. Donc ça c'est solide. Parce que certains font uniquement les trous pour les 4 pieds et mettre du ciment pour le cimenter ou même du béton pour le mettre du béton, mais sans les armatures en fer. Donc il y a des risques avec le vent. Voilà, pour que certains châteaux s'épanchent ou même font des accidents. Donc, que Dieu nous en garde. Donc, il faut prendre ces précautions, éviter. C'est ce qui fait aussi souvent, quand les matériaux ne sont pas de bonne qualité, ne pas faire des châteaux en béton. Voilà, donc faire en fer ou en plastique. Des châteaux en plastique, ils sont de bonne qualité, fabriqués au Mali et dans la sous-région. Donc, ces châteaux sont résistants. Tant que ces châteaux en plastique contiennent de l'eau. Maintenant, quand ça ne contient pas d'eau, il ne faut pas le laisser exposer au soleil trop longtemps. D'accord. Voilà, pendant des années, sans pouvoir l'utiliser, ça peut l'abîmer. Voilà. Ok. Et aussi, mettre comme l'autre norme, la peinture interne. Le château doit être alimentaire. Et donc, c'est des peintures qui supportent l'eau de consommation, ça ne fait pas de mal à personne. C'est la peinture qu'on met à l'intérieur des châteaux d'eau. C'est différent de la peinture qui est à l'extérieur. D'accord. Donc ça, c'est l'autre norme aussi. Est-ce qu'il y a des entretiens, il y a des entretiens périodiques à ces types d'installations ou comment les choses se passent? Oui, il y a des entretiens périodiques. L'entretien courant, c'est d'avoir les panneaux solaires, le système de modules solaires qu'on a. Donc, on est au Sahel, donc il y a de la poussière qui se dépose dessus régulièrement.
surtout en saison chasse. Donc, il faut un chiffon qui ne fait pas de rayures sur les bulles. Donc, un chiffon mou pour essayer de nettoyer régulièrement les panneaux. Donc, pour qu'il y ait l'ensoleillement passe, ça donne son meilleur rendement. Ça, c'est ce qu'il faut faire comme l'entretien pour. Maintenant, pour ce qui est du château, c'est au bout de peut-être plusieurs années, oui, on peut avoir rentré dans le château. Souvent aussi, quand il y a des couches de vases qui se déposent à l'intérieur, mais c'est rare. Donc, c'est de nettoyer l'intérieur aussi. Ça aussi, comme c'est la peinture alimentaire, il faut utiliser aussi des chiffons vraiment doux pour pouvoir nettoyer, vider, avant de remplir à nouveau le château. Voilà. Donc, les robinetteries, ça, quand même, les gens, ils vont chaque fois, bon, comme généralement les robinetteries au niveau des bonnes fontaines, c'est utilisé plusieurs fois. Donc, les robinetteries peuvent s'user, moins cher, mais il faut bien les entretenir pour ne pas avoir à les changer trop régulièrement. Donc, merci du conseil. Le bordelier, de préférence, il faut qu'il l'ouvre lui-même. Le robinet, ne pas laisser n'importe qui venir, les enfants ouvrir. Certains vont fermer jusqu'à dépasser, et donc les joints vont s'user très rapidement. Et chaque fois, on aura à les changer, même si ça ne coûte pas plus cher, mais ça coûte quand même. Il ne faut pas qu'il y ait trop de fréquence de changement. Voilà. Donc, ça, c'est à ce niveau. Bon, pour les particuliers à l'intérieur, je pense que les chefs de famille sont mieux placés pour surveiller les robinetteries qui sont à l'intérieur de chez eux. Voilà. Maintenant, il s'agit aussi de surveiller le réseau. Le réseau, si on sent l'humidité quelque part et qu'il y a des problèmes, il y a un déficit d'eau, alors que les pompes fonctionnent à plein régime, il peut y avoir une fuite quelque part. D'accord. Au passage des véhicules. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, à Yirimajor, on a préféré que la profondeur de la fouille reste normale, mais la largeur de la fouille, on a réduit un peu pour éviter que les camions qui passent, leur poids ne provoque pas des fissures au niveau des tuyaux. Parce que si c'est large, les pneus restent longtemps dessus, sur une terre qu'on a déjà remuée, et donc ça, en damant le terrain, ça va aussi faire une pression sur les tuyauteries. Donc, mais en fait, diminuant la largeur, le camion passe très vite. Donc, ça évite que le camion fasse un choc sur la tuyauterie. Donc, ça aussi, ça permet de préserver les tuyauteries du réseau. Voilà. Ça, c'est l'autre précaution qu'on a eu à prendre. Okay. Maintenant, les autres précautions que vous avez aidé justement à les faire, c'est de mettre à l'abri les ondulaires, parce que les risques de vol aussi existent. Voilà. Donc, dans les normes, souvent, on fait un local, un gardien, et ce local va servir aussi à mettre à l'abri les ondulaires à l'intérieur. Voilà. D'accord. C'est ça qu'on a eu. Ok. Et est-ce que vous conseillez aussi de mettre en place, je ne sais pas, un local spécifique où à l'intérieur, il y a le traitement de l'eau qui se fait en automatique ou des choses comme ça? Oui, dans ce même local, bon, certains font deux locaux. Un local gardien et un local qu'on appelle local de traitement. Il s'agit il y a des appareils qu'on appelle des appareils de chloration. En fait, il s'agit de mettre la chlore. C'est par rapport, en fait, aux bactéries. Voilà, aux bactéries qui peuvent amener des diarrhées et autres. Donc, les contaminations dues aux eaux souillées. Donc là, la chloration, c'est ce que même la société Somagef fait au Mali, sur les forages. Ils mettent de la chlore. Donc cet appareil injecte de la chlore au fur et à mesure. C'est l'appareil de chloration. Et ça permet de l'eau qui passe,
régulièrement, il y a quelques gouttes qui tombent dedans. Mhm. Quand l'eau arrive au niveau des usagers, c'est déjà traité par le chlore. Mhm. Voilà, donc ça, c'est faisable. Si on sent qu'il y a des risques quelque part avec la surpopulation, on peut insérer la chloration. C'est le cas au 1008 logements. Le forage qui a été fait là-bas, il y a la chloration qu'on a mis dessus. Et ça a été une de nos recommandations même dans les quartiers surpeuplés. On avait fait des travaux dans le temps avec le ministère de l'Énergie. On a recommandé de faire systématiquement de la chloration dans ces zones. Donc je pense que le message a été entendu parce que tous les projets que j'ai vus par la suite, même l'année dernière, on a participé à un des projets où ils ont fait des systèmes de chloration. D'accord. Les images de ce projet avec l'appareil de chloration. Superbe, ce sera avec grand plaisir. Et du coup, je l'intégrerai aussi à cette vidéo-là pour que les personnes puissent voir à quoi cela correspond. Merci. Et ok, c'est très très intéressant et très très riche toutes ces informations. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir à repasser derrière, je pourrais pas dire un concurrent, peut-être un confrère, on va parler comme ça, pour lequel le chantier s'est mal passé, et du coup, comment quelles recommandations vous feriez, enfin, c'est même pas des recommandations. En fait, clairement, c'est comment on pourrait reconnaître un travail d'une personne qui ne connaît pas le métier, d'une personne qui le connaît réellement, en fait. Comment le déceler? Parce que la plupart des personnes qui vont nous écouter, pour la plupart viennent de la diaspora, peut-être certains vont venir même du Mali en lui-même, souhaitent faire ce type de réalisation, mais ne savent peut-être pas à qui faire appel. Si tout le monde n'a pas eu la même chance que moi de tomber sur Bidre et SARL, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens-là. Non, c'est très important. Oui, et bon, c'est là, à ce niveau, tomber sur des travaux déjà réalisés. Il arrive qu'on nous appelle pour des expertises de travaux qui ont déjà été réalisés. Et si on peut les réhabiliter. Donc, généralement, quand c'est mal équipé, quand le forage est mal équipé, c'est difficile de réhabiliter. Il s'agit de faire un nouveau forage. Peut-être que celui qui a fait ce site, il est sur un bon site, mais il a mal équipé le site. Donc là, en ce moment, on recommande de refaire un forage à côté, sur le même site, sans faire d'études poussées. Voilà. Mais en général, l'erreur que les gens font, on les décèle automatiquement chaque fois qu'on part quelque part. On voit des forages qui sont à des profondeurs limitées, qui n'ont pas fait d'essai de pompage. Donc, l'essai de pompage permet de savoir que le forage il supporte tel débit pendant tel nombre de temps. Voilà. Et si on ne fait pas l'essai de pompage, on peut amener une pompe comme ça. C'est ce qui arrive souvent avec nos parents de l'extérieur. Ils amènent une pompe, ils l'ont eu en Europe. La pompe, elle est puissante peut-être, mais le forage qui a été fait, est-ce qu'il correspond à cette pompe? Là, si on met la pompe sans tenir compte de l'essai de pompage, on peut surexploiter le forage. Alors, à ce moment, le forage va se vider et chaque fois, on se retrouve avec la pompe qui est dénoyée. Donc, logiquement, quand l'essai est bien fait, la pompe reste toujours sous l'eau. Quand l'essai est bien fait et que la cote est bien déterminée. Donc, c'est ce que nous décelons le plus souvent. C'est souvent pas le cas de nos confrères bureaux comme nous, mais plutôt des équipes de forage qui ne font pas appel à des spécialistes pour les aider. Parce qu'il y a beaucoup de machines maintenant qui circulent, mais ces machines ils cherchent juste à avoir de l'eau. Et quand ils ont de l'eau, ils arrêtent bon, nous
aussi, nos parents, ils cherchent du moins 10 ans, du moins cher. Et ça, il arrive que les gens ils te donnent un forage inachevé. Oui. Qui capte partiellement la nappe, mais qui ne capte pas totalement la nappe. En ce moment, ça va provoquer chaque fois un dénoyage. Donc, il y a ce phénomène qui est fréquent et que nous recommandons quand même aux gens de demander des essais de pompage à la fin. Souvent même, c'est l'entreprise qui peut faire l'essai de pompage elle-même ou une tierce personne. Mais quand le foreur il sait qu'on va faire l'essai de pompage, il va faire un travail achevé. Et s'il sait qu'il n'y a pas d'essai de pompage, souvent on demande à certains de donner même le débit du forage qu'ils ont eu à faire, ils ne peuvent pas le dire. Alors, donc ça c'est le premier signe comme quoi il n'y a pas eu d'essai de pompage. Voilà, et que le débit réel n'a pas été donné au client. Voilà, donc ce phénomène, on le voit très souvent. Et quand on voit un forage qui se dénoie, c'est que c'est mal et qu'il n'y a pas eu d'essai de pompage. Quand l'essai de pompage est concluant, s'il n'y a pas d'eau, l'essai va le dire. L'essai va dire qu'il n'y a pas d'eau, ça ne peut pas t'aider. C'est vrai. Voilà, donc ça veut dire que le forage, il est négatif. Voilà. Donc c'est ça que nous recommandons de plus aux gens de le faire. Bon, il y a des zones où, comme beaucoup de gens sont en France qui viennent de la première région, Caille, il y a des zones de Caille Nord, vers Yélémané, surtout, et on trouve de l'eau saumâtre, donc de l'eau salée. Donc nous, ce que nous recommandons pour les forages, désormais, c'est d'avoir un conductivimètre. Il faut avoir un conductivimètre et un pH-mètre. Donc, le conductivimètre permet de savoir, parce qu'il y a des normes, la norme malienne existe, et on le voit sur les fiches d'analyse. Sur les fiches d'analyse d'eau, les normes maliennes, les normes de l'OMS sont dessus, en matière de qualité d'eau, psychochimique et même en qualité de la santé, du côté de la santé. Donc, il y a l'analyse biologique aussi qui est faite. Donc, et là, les normes maliennes disent si la conductivité atteint 1500 l'unité, c'est micro-Siemens, ça veut dire que l'eau est trop salée pour la consommation humaine. Donc, il ne faut pas équiper ce forage. Alors, donc, il se trouve qu'on cherche beaucoup plus à avoir un gros débit. Donc, peut-être que l'eau qui se trouve en haut n'est pas trop salée. Mais on veut aller en bas chercher de l'eau, beaucoup plus d'eau. Là, en ce moment, ce serait de l'eau salée. Et donc, on peut reboucher la partie salée pour recueillir que l'eau en haut. En ce moment, ça peut avoir un débit moyen, mais de bonne qualité. C'est propre à la consommation humaine. Alors, donc, c'est ce que nous recommandons, c'est d'avoir un conductivimètre. Et nous, en ce moment, on a même fait une commande de conductivimètre parce que nos anciennes conductivimètres ne marchent pas en ce moment. Donc, on a fait une commande pour avoir un nouveau conductivimètre pour ces zones. D'accord. Donc, chaque fois que nous faisons un forage, au fur et à mesure que l'eau sort, on va vérifier la conductivité de l'eau. Donc, si la conductivité est trop élevée, donc on va recommander de changer de site ou de reboucher les venues d'eau salée. Parce que c'est la chance, le forage, on peut sélectionner les venues d'eau. On peut reboucher même les venues d'eau d'en haut et recueillir que les venues d'eau d'en bas. Donc, ça veut dire que si on connaît, c'est plusieurs nappes qui ne sont souvent pas communiquées. Donc, parce qu'il y a des roches imperméables qui les séparent. En ce moment, on peut faire en sorte que l'eau qui est mauvaise et impropre à la consommation, si elle est trop vers la surface, on peut reboucher et recueillir l'eau de profondeur. D'accord. Ça, c'est faisable. Ok. Donc, juste pour refaire un petit point rapidement sur ce que nous venons d'aborder comme depuis ces 30 premières minutes, nous avons donc, si j'ai bien compris, la procédure pour l'installation d'une adduction d'eau. Clairement, on commence par faire l'étude. Une fois que l'étude des sols a été effectuée, on fait le forage. Une fois que le forage a été fait, on fait une étude, on fait comment on appelle ça,
le, l'essai de pompage pour obtenir le débit. Une fois que cela est fait, on fait le test de l'eau pour voir si on a le droit d'aller plus loin dans le forage ou dans le montage du forage ou pas. Si on a l'autorisation de là, on peut équiper le forage. Et là encore, il faudra faire attention aux matériaux utilisés en fonction du type d'eau que nous avons dans les sols et monter le château en conséquence. Et si besoin aussi, sur instruction, créer une chambre, enfin, j'appelle ça une chambre, mais un local spécifique de cloraison en fonction de la capacité à répondre. C'est bien ça? Oui. J'ai bien résumé, hein? C'est bien ça. Vous avez bien saisi. Vous êtes devenu un spécialiste. Pas encore. Vous avez bien suivi. Effectivement, c'est normal parce que vous suivez les étapes des travaux en ce moment. Donc, vous avez bien maîtrisé cela. Ce que je peux ajouter, par exemple, pour le forage, vous verrez aussi dans les cartes de devis qu'on soumet aux clients, il y a les dimensions des outils. Oui. Donc, on peut avoir, c'est un forage ordinaire, et combien sont les dimensions des forages ordinaires. Voilà, donc les dimensions sont là-dedans. Ça, on les dit, les 9 pouces 7 huitièmes, 6 pouces 1,5 pour les marteaux dans les roches, et dans la partie terre, c'est les 9 pouces. Donc, on a ces dimensions qui sont données et qui permettent de savoir que c'est le forage, il est ordinaire. Il peut être un forage à grand diamètre aussi. Donc, à ce moment, on va juste dans les 12 pouces pour essayer d'alléger le forage ordinaire. Et ça, c'est généralement pour mettre de grosses pompes, pour beaucoup plus d'habitations à servir, ou bien ça dépend aussi des champs, des grands champs. Donc, souvent, c'est le cas que ce mangeur utilise souvent des tubages de grand diamètre. Donc, en ce moment, il faut alléger pour faire de grand diamètre. Donc, le forage ordinaire, si le forage agrandi, la chance, c'est que souvent, quand on agrandit le diamètre du forage, le débit, il double pratiquement. Il double pratiquement. Et ça crée une réserve qui permet de doubler le débit du forage. D'accord. Ok. Donc, ça aussi, c'est un phénomène important. Ça veut dire que même là où on a de l'eau qu'on pense être suffisante, si on agrandit le diamètre, mais ça coûte plus cher quand même dans la dent et on peut avoir un forage de débit plus important. Ça, c'est possible. Ok, c'est compris. Donc, il y a ça. Voilà. Et aussi, en fonction des populations à servir, des besoins, on peut aussi moduler les châteaux d'eau. Voilà, les dimensions du château d'eau, c'est des châteaux de 10 mètres cubes. On peut aller à 15 mètres cubes, on peut aller à 20 mètres cubes. Voilà, il y a 5 mètres cubes même pour certains cas, et ça, c'est largement suffisant. Donc, on peut moduler en fonction des besoins et aussi de la quantité d'eau, évidemment. Voilà. C'est compris. Donc, du coup, maintenant qu'on a vu ça aussi, par rapport donc comment on monte les châteaux d'eau, enfin la procédure pour monter les châteaux d'eau et aussi la procédure que vous avez donnée par rapport aux normes à respecter pour pouvoir permettre au plus grand nombre d'avoir de l'eau à travers leur robinet. J'ai une petite question. Combien en moyenne un château qu'on fait en moyenne, combien de foyers peut-il desservir? Parce que ça, c'est une question qu'on m'a posée une fois et je n'ai pas été en mesure de répondre. Je me suis dit, bon, tout dépend du nombre de forages que tu fais, peut-être, mais bon, vu que le spécialiste est là, je pose la question. Ok, voilà. En fait, souvent, ça ne dépend pas du château. Ça dépend plutôt du nombre de fois qu'on peut remplir le château. D'accord. Voilà, beaucoup plus. Voilà, et donc, souvent, quand il y a des forages de très gros débit, on peut faire des châteaux plus grands. Ils vont les remplir en un temps record. En ce moment, les gens l'utilisent et ça va être renouvelé après. Et quand c'est renouvelé, le forage à gros débit, il renouvelle après.
Maintenant, quand c'est des débits moyens, il faut faire des châteaux moyens et les remplir peut-être 2 ou 3 fois la journée. Et là, si on a aussi de l'alimentation diurne, on peut alimenter le fourrage même la nuit. En ce moment, si le fourrage peut tenir 24 heures sur 24 ou au moins 20 heures, en ce moment, on peut renouveler à plusieurs fois et ça peut servir beaucoup de gens en ce moment. Donc, c'est beaucoup plus le fourrage qui détermine la capacité d'alimentation de la population que le château. D'accord, c'est compris. C'est compris. Du coup, comment dire? Aujourd'hui, quels sont, avec Nour Immobilière, hein, d'accord? Parce que là, on a parlé de cette partie-là. Comment, avec Nour Immobilière, comment je vais expliquer ça? Quels sont les projets à suivre avec Nour Immobilière et SARL? Ça aurait été plus simple si je le disais, certes, mais je pense que en tant que partenaire, les personnes qui vont nous regarder seront plus à même de comprendre la relation et même l'étroitesse de la relation si c'est vous qui l'exprimez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Je vois ce que vous dites. Voilà, déjà, nous attendons impatiemment le démarrage du projet de Sirakoro et de Panankoroni. Donc, qui sont aussi des TF de Nour Immobilière. Donc, je pense que du côté de Panankoroni, les choses avancent beaucoup pour qu'on puisse aller vérifier et que surtout, on a la chance de savoir que c'est des terrains qui sont plus plats, qui ne sont pas entre les collines comme du côté de Yirimajo. Et donc, on espère aussi, et c'est ça notre espoir, trouver un forage, un seul, au lieu de 2 forages, un seul forage à bon débit, à gros débit, et qui peut servir beaucoup plus et qui va coûter beaucoup moins cher à Nour Immobilière. Ça, c'est notre souhait. Et donc, c'est ça. Et maintenant, la première des choses, on attend, et bon, en fait, on a déjà le feu vert, c'est d'aller, de trouver le temps avec le topographe, de connaître les limites du TF et déjà, de savoir déjà sur quelle unité hydrogéologique ça se trouve. On va tout de suite, très vite le situer. Si ce n'est pas sur les schistes, si c'est déjà sur les grès ou pas, on va les situer rapidement. Ou si c'est des schistes gréseux. Pendant ça aussi, il y a l'intermédiaire, les roches intermédiaires entre les deux formations. Donc, on va déterminer cela. On va prendre les coordonnées GPS. On va travailler déjà sur la photo satellite. Et au Mali, il y a une autre chance, c'est qu'il y a une base de données nationale, la base de la direction de l'hydraulique qu'on consulte pour savoir s'il y a déjà des forages dans cette unité, quels sont les taux de réussite. Donc, ça nous permet de connaître les quantités qui seront dégagées pour les travaux et à soumettre à Nour Immobilière. Voilà, ça permet de donner des quantités réelles et qui peuvent faire en sorte qu'on puisse travailler. Même si, de plus en plus, les quantités de la base de données de la direction nationale de l'hydraulique sont dépassées. Parce que la moyenne de profondeur à Bamako, dans les années 80-90, c'était 80 mètres de profondeur, à 100 mètres maximum. Maintenant, presque partout, on dépasse les 100 mètres. On est à 125 mètres. On va à 150, à 200, même à 300 mètres. Donc, ça veut dire que le niveau de l'eau ici a baissé. Espérons qu'avec les années de pluie, ça va se réalimenter et reprendre sa position normale. Ok, je comprends. Après aussi, c'est vrai qu'on vit dans un monde où les choses ont pas mal changé, notre manière de consommer a changé par rapport à avant, donc... Mais bon, on prie pour que les choses changent. C'est ça. Donc on prie pour que les choses s'améliorent. Et puis voilà, après à nous de prendre soin de nos terres. Donc il y a ça. Ensuite, maintenant qu'on a vu la projection
qui va être faite avec Nour Immobilière. Parlons maintenant des avantages d'inclure l'eau dans son projet de lotissement par rapport aux clients. Parce que là, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure au démarrage, il y a beaucoup de gens qui achètent des terrains, qui morcellent. Ils achètent 1 hectare de terrain, ils morcellent en 24 lots, ils revendent comme ça, sans se soucier du fait que si je mets l'eau pour apporter une meilleure qualité de vie à mes habitants, les habitants me le rendront bien. Et après, forcément, il y a des paramètres que certaines personnes n'ont pas pris en compte, comme je vous avais posé la question tout à l'heure, par rapport à la commercialisation de l'eau. Est-ce qu'il y a des règles à respecter et dans quel cadre un particulier ou une société privée peut le faire? Okay. Voilà. Donc déjà, ce qu'on remarque nous déjà comme différence avec les TF qui sont vendus ou même les terrains simples vendus à des particuliers morcelés et vendus, mais sans viabilisation. Non seulement vous faites de l'électricité, mais vous faites aussi l'eau pour les populations. Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est que, et puis vous projetez même de faire les routes, les marchés. Donc, il y a d'autres structures qui vont venir et qui vont fortifier le quartier. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de morcellement où les gens ont acheté les terrains, mais ils les laissent, ils ne sont pas pressés, ils restent en location ou ils vont même chercher d'autres terrains et au lieu d'aller construire les leurs. Donc, la construction déjà au niveau de cette TF, c'est lent. Les gens ne viennent pas parce qu'ils ne veulent pas aller vivre dans une zone où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité. Donc, cela fait qu'il y a aussi les spéculateurs qui viennent à côté des terrains abandonnés depuis longtemps, le propriétaire qui est à l'extérieur ou le chef de famille qui est décédé, laissé son TF avec les enfants. Donc, ça amène beaucoup de conflits autour des terrains. Alors qu'une fois que le TF est viabilisé, le terrain est viabilisé, les gens, ils investissent. Ils prennent le risque d'investir, de venir vite, s'installer sur ces terrains. Et en ce moment, ça évite les problèmes déjà aux clients. Ils viennent plus vite. Et quand c'est viabilisé, ils viennent. Ce qu'on remarque pour les terrains non viabilisés, c'est que pour que ces terrains puissent commencer à être occupés, il faut que l'État fasse une route qui passe. S'il y a une route qui passe tout de suite, les gens ils voient, il y a une route qui passe, ils commencent à viabiliser, à investir dans les forages, à chercher eux-mêmes à avoir chacun son forage. Donc ça aussi, c'est des surcoûts. Alors que quand les gens ils ont de l'eau, une viabilisation collective, donc ça évite, l'argent qu'ils mettent dans les forages, ils peuvent le mettre uniquement pour construire. Voilà. Donc je pense que c'est l'avantage qui est là. Mais évidemment, il faut que les clients aussi comprennent qu'en contrepartie, l'eau a un coût. Même si chez nous, on dit l'eau là, c'est gratuit, c'est plus gratuit. C'est déjà l'investissement qui a été effectué, et l'entretien qu'il faut faire sur ces investissements. Donc, il y a un coût. Il y a un coût d'investissement et un coût d'entretien. Et donc, ce coût d'investissement et d'entretien doit être partagé avec ceux qui bénéficient de ces infrastructures. Donc, c'est l'appel qu'on a lancé aux bénéficiaires, c'est cela. Ils comprennent que ça a un coût, les investissements et l'entretien. Donc, sans l'entretien, le système va s'arrêter. C'est ça. En ce moment, les premiers perdants, c'est eux. C'est voilà. ça. Donc, cela fait qu'il faut qu'ils acceptent d'investir, de payer l'eau à un prix quand même acceptable et pour que le système continue de fonctionner normalement. C'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour ce rappel, car en effet, le travail que nous avons fait, notamment sur le site de Yelimadjo, c'était dans ce cadre-là. Monsieur Keita a été même l'un des
l'une des personnes qui a présidé plusieurs des entrevues que nous avons eu à coordonner avec les habitants même du site de Yelimajo. Car il y avait beaucoup de personnes qui étaient déjà installées avant qu'on mette en place ce réseau. Mais voilà, quand je dis beaucoup, ça reste quand même un tiers de la population et maintenant le monde a doublé. Et ça en même pas un an. Donc c'est le même processus qui est en train de se réaliser sur le site de Sirakoro depuis qu'on a mis l'électricité. Et là, quand on va avoir l'eau, sur les 220 parcelles qu'il y a là-bas, donc placées sur 10 hectares, on arrivera même à ce même phénomène. Là où je voulais rebondir, c'est quoi? C'est que Nouri Immobilière et SARL, comme l'a dit M. Makanketa, n'a pas vocation à forcément gagner de l'argent tout de suite. C'est pas pour l'argent en priorité que nous faisons les choses. D'ailleurs, sinon on ne le ferait pas. Clairement, si c'était pour l'argent, j'aurais pris les gains et je les aurais placés dans autre chose plus fructueux. Mais j'ai fait le choix de faire un placement sur ce projet-là pour permettre au plus grand nombre de profiter d'une meilleure qualité de vie. Par la suite, les revenus que nous gagnerons de la vente d'eau, que nous gagnons, c'est si je peux dire gagner pour le moment, parce que là on est toujours en phase de correction, donc on est toujours en train de perfectionner le système que nous avons mis en place avec le système de compteur. C'est vraiment de pouvoir permettre aux... comment dire ça? Ouh, moustique. Donc du coup... ouais, il était gros celui-là. Donc... Le changement climatique alors. Ouais, comme au Mali, ils sont costauds là-bas. Hein. Donc l'objectif est de vraiment pouvoir prendre ces gains-là et les réinvestir dans d'autres sites, sur d'autres sites. Donc là, une partie des gains que nous avons récupérés, aussi infime soit-elle, sur Yelimajo, nous sommes en train de le placer sur Sirakoro. Et de Sirakoro, nous allons faire pareil sur Banankoroni. Banankoroni, d'autres secteurs, sur des terrains même qui ne nous appartiennent pas à partir du moment où la population nous le demande. D'ailleurs, c'est ce qui s'est même passé derrière le site de notre TF. On a des propriétaires terriens qui nous ont demandé de les alimenter en eau et l'électricité. Et pour les servir, on l'a fait bien en sachant que ça ne faisait pas partie des terrains que nous avons en responsabilité. Voilà. Donc c'est pour cela. En tout cas, ça a été une très grande information, très vive et beaucoup d'informations. Merci à vous pour la patience et tout ça. S'il y avait Allez, si je vous dis de me donner par exemple 3 mots, hein. Oui. C'est pas des phrases, 3 mots. Oui. qui pourraient, comment je vais dire ça, représenter, qualifier la relation entre les deux entreprises. Quelle serait-elle? La confiance. Ouais. Qui n'exclut pas le contrôle. Voilà, 3 mots. Voilà. C'est ça, qui n'exclut pas le contrôle. C'est ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci à vous pour ce temps passé avec nous, pour nous avoir fait partager votre expérience. Donc, pour rappel, c'est M. Makanketa, dirigeant de la société BIDR SARL. Je vous dis en abrégé parce que le dire le long, c'est trop compliqué pour moi. Ouais, autrement, on va dire BIDR SARL. Voilà, BIDR SARL. BIDR, voilà. Et donc, si vous êtes intéressé pour collaborer avec la société, il n'y a aucun problème. Laissez-moi un message dans les commentaires, je vous mettrai en relation directement avec lui. Il faut savoir que notre société Nouri Immobilière fait la promotion aussi de ses partenaires. Donc vous l'avez vu dans le cadre sur d'autres vidéos. Nous ne cachons rien. Je ne prends aucune commission sur les comment on appelle ça,
sur les transactions que vous serez amené à faire avec eux. Vous êtes totalement libre. Donc, faut pas dire c'est Monsieur Bagayoko ou Nour Immobilière SARL, c'est eux qui sont responsables. Non, non, non. Chacun est responsable de ses propres actes. Ok? Ok, c'est bien ça. Donc voilà. Donc Voilà. merci à vous Merci. et que la paix soit sur vous.